En août 2020, en plein centre d'Annecy, Albert Blanc, un retraité, entre dans le cabinet d'une psychologue et l'abat d'un coup de fusil en pleine tête. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il avait peur qu'elle ne révèle ses secrets. Ouvrons ensemble la cote B du dossier d'instruction d'Albert Blanc. Europe 1, Christophe Ondelatte. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé cote B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Ondelatte raconte. Cote B sur Europe 1. Début août 2020, Albert Blanc, 75 ans, apprend que sa fille a révélé à sa psychologue les viols incestueux qu'il lui a fait subir quand elle était enfant. Et qu'elle lui a aussi révélé qu'il avait recommencé avec sa petite fille de 14 ans. La psychologue Morgane Novaleres avait décidé de signaler son comportement aux autorités. Quand il apprend ça, Albert Blanc est stupéfait que sa fille ait parlé de leurs secrets à une psychologue. Il remine. La psychologue devient un problème. Elle devient son problème. Il n'a qu'une idée en tête. La faire taire. Autrement dit, la tuer. Le 26 août 2020, à 11h du matin, Albert Blanc abat froidement la psychologue de sa fille. Il vise la tête à bout portant. Il ne lui laisse aucune chance. Morgane Novaleres avait 33 ans. Elle laisse un mari et un enfant de 14 mois. C'est l'effroi et la sidération qui nous saisit. Maître Marjorie Berruyex, avocate de la partie civile. Parce qu'on comprend qu'une jeune femme a été assassinée froidement dans son cabinet et que c'est une jeune maman, c'est les premières informations qu'on découvre et qui laisse place à une forme de sidération à laquelle on n'est pas habitué dans notre jolie ville d'Annecy. Je pense qu'on peut parler d'un traumatisme des professionnels de santé. Alors, le traumatisme, il a été très fort au moment des faits, d'autant que la personnalité de la victime, c'est une personnalité complètement solaire. Lynn Bonnet, avocate générale. La personnalité de la victime, elle a accentué ce côté traumatisant, c'est-à-dire, c'est quand même pas rien de se dire, je fais mon travail, et dans l'exercice de mon travail, je peux être assassinée parce que je fais mon travail. Il y a des professions qui y sont exposées. Les forces de l'ordre, ils savent que c'est quelque chose qui est quelque part dans leur cerveau. Quand on est psychologue clinicien, qu'on n'est pas expert judiciaire, qu'on reçoit en cabinet une clientèle qu'on a choisie, c'est forcément quelque chose qu'on n'a pas du tout en tête. Dans ses notes, on a retrouvé que sa démarche était à la fois pour protéger la victime, mais également pour venir en soin à l'auteur, en disant pour l'aider à se soigner, avec un soin minutieux des mots qu'elle a choisis sur ne pas vouloir inculper quiconque, de mettre le conditionnel là où il s'imposait. Ce 26 août 2020, vers 11h, Morgane Novaleres reçoit une balle en pleine tête. Son mari, qui travaillait juste à côté, réussit à interpeller le suspect, Albert Blanc. Il lui donne 2 coups de crosse, mais le suspect parvient à s'enfuir. Il est rattrapé dans le centre commercial Courrier, dans le parking. Albert Blanc avait loué un véhicule. Il avait coupé l'arme pour pouvoir la mettre dans un sac de plage. Blanc, parloir avocat. Ça se passe à la bibliothèque. Ton avocat t'attend. J'ai pris le dossier sans avoir vu le client, ce qui est plutôt à l'inverse de ce qui se passe habituellement. Donc en fait, quand j'arrive en détention, je vois le dossier, je vois cette jeune femme décédée. En plus, malheureusement, dans le dossier, il y a évidemment des autopsies, des choses qui sont extrêmement brutales. Et donc je suis forcément un peu envahi par tout ça. Et donc je vois le meurtrier, si vous voulez, avant de voir la personne, malheureusement. Et au moment où j'arrive en maison d'arrêt, la maison d'arrêt de Chambéry, c'est un parloir qui m'a beaucoup marqué,
parce que justement c'est peut-être la situation la plus dichotomique que j'ai vécue depuis le début de mon exercice professionnel, parce que il y a cette image, il y a cette douleur presque à lire ce dossier, et il y a la rencontre avec un grand-père, avec ses petites sandalettes, avec son bouquin sous le bras, souriant, très âgé, qui me demande comment je vais, qui me demande si j'ai fait un bon trajet, quelqu'un de tout à fait posé et absolument pas désagréable. Et effectivement, quand je le vois, je vois pas le dossier. Je vois plus le dossier, je le verrai plus de la même façon ensuite. Et ce qui rend les choses complexes, c'est notre différence d'âge. C'est-à-dire qu'on a, je crois, 47 ans d'écart. Et 47 ans, c'est aussi une perception évidemment très largement différente des questions de mœurs, des questions de l'inceste. M. Blanc, il a grandi dans une époque où il y avait une banalisation beaucoup plus forte de la question incestuelle, presque même dans certains aspects, une forme de célébration de la question de la sexualité des enfants. Et effectivement, moi, je suis beaucoup plus touché et formé à la question du traumatisme qu'ont les agressions sexuelles que M. Blanc. C'est un entretien qui est vraiment très intense, tant par la gravité du dossier que par notre différence de positionnement. C'est-à-dire que moi, mon but, dès que je vois le dossier, je comprends que notre seul positionnement possible, c'est celui de venir reconnaître l'intérêt de l'intervention de cette psychologue, de venir reconnaître le professionnalisme, la qualité de cette jeune femme qui, par bien des aspects dans le dossier, montre à quel point elle souhaite préserver les victimes et rechercher les causes et les conséquences. Et donc moi, mon but, c'est d'essayer de l'amener vers ça, et c'est un chemin qu'il n'a pas encore parcouru. Puisque lui, il reste prostré dans une logique mortifère qui le préserve de sa propre destruction. C'est-à-dire que sa seule façon, au moment où je le rencontre, de tenir, c'est de se dire qu'il y avait dans l'intervention de cette psychologue un problème. Code B5, expertise psychologique de Valérie Fournier. Albert Blanc est né en 1945, il a grandi en Savoie. Il décrit son père comme ayant été très gentil et un bon père. Il évoque le souvenir d'une mère parfaite avec laquelle il avait une bonne relation. Albert Blanc avait 2 sœurs, plus âgées. L'aînée est décédée en 2005. Elle aurait été malade psychiatrique sans qu'Albert Blanc ne précise davantage. Alors c'est quelqu'un qui avait plutôt réussi dans la vie, qui avait été aide architecte, puis qui avait eu une entreprise. Lynn Bonnet, avocate générale. C'est plutôt quelqu'un qui était reconnu comme un très bon travailleur, un bon père de famille, qui a mis à l'abri sa famille, construit sa maison. Enfin, vraiment le modèle de la famille, 2 enfants, une épouse, je crois, qui je me souviens bien, arrêté de travailler pour élever les enfants. Code P5, expertise psychologique de Valérie Fournier. À 23 ans, Albert Blanc rencontre une femme qu'il épouse rapidement. Une première grossesse donne naissance à leur fille. Un projet de construction débute, suivi par une seconde grossesse. Un accouchement prématuré donne naissance à une fille qui décédera 2 jours plus tard. Albert Blanc évoque ce décès avec émotion et larmes et regrette que la médecine de l'époque n'ait pu sauver le bébé. Un 3e enfant, un garçon, agrandit la famille 5 ans plus tard. Une épouse qui reste fragilisée autour de ce deuil, mais une famille comme on en voit en apparence parfaite, avec quelqu'un qui décrit comme étant plutôt rigide, mais sans aspérité. Le bon retraité, bon grand-père, bon père de famille, bon voisin. Il se présente d'ailleurs comme sans aspérité. Les aspérités, elles arrivent au fur et à mesure des témoignages. Il y a d'abord sa fille qui explique qu'elle a été agressée sexuellement quand elle a été prépubère, je crois autour de 9-10 ans. Il y a l'agression sexuelle qu'il commet sur sa petite fille également. Sa fille, c'est une femme qui ne va pas bien. Elle va pas bien, elle va consulter un psychologue parce qu'elle va très mal. Et à aucun moment, elle ne fait le lien entre ses fragilités, elle a souffert d'anorexie à l'adolescence, elle a été dépressive, etc., ce qui sont souvent des conséquences des abus sexuels qu'on a pu subir jeune. À aucun moment, elle ne fait le lien, et dans sa famille, personne ne fait le lien entre les attouchements dont elle a été victime et ses propres fragilités. Elle évoque les faits dont elle a été victime de son père à sa psychologue sans voir
du tout la gravité des faits qui ont été commis. Elle va en parler comme elle aurait parlé de n'importe quel événement qui se passe dans sa vie. C'est la psychologue qui va, quand elle va parler des faits dont a été victime sa fille, poser des mots et lui montrer à quel point les faits sont graves. Et elle-même, elle avait une banalisation totale des faits dont elle a été victime, ce qui explique sans doute la banalisation qu'elle a vis-à-vis des faits dont est victime sa fille, et ce qui explique sans doute son comportement. Monsieur Blanc, dans le cadre de cette expertise psychologique, je dois vous demander de me raconter les faits qui vous sont reprochés. J'entends mal. Vous répétez ? Racontez-moi ce qui s'est passé avec Madame Novalérès, monsieur. Ah oui, oui. Cette dame, c'était la psychologue de ma fille. Ma fille lui a confié que ma petite fille lui avait parlé d'attouchement et de caresses que je lui avais faites. Et la psychologue, elle a commencé à parler de faire un signalement. Et ma fille, elle était paniquée. Elle m'aime beaucoup, vous savez. Et elle m'a appelé en me disant qu'elle avait fait une grosse connerie et elle était catastrophée, la pauvre. On espérait qu'elle arriverait à faire changer d'avis à la psychologue. Et vous, monsieur Blanc, comment avez-vous réagi ? Moi, je devais trouver une solution. Fallait que je l'empêche de parler. J'ai monté ce projet pour lui faire peur. J'y suis allé, j'avais un fusil. J'étais en colère, j'étais en panique. Enfin, quand même, c'est très grave cette accusation contre ma famille. Elle allait tout foutre en l'air. Et là, ce qui vient à la tête de l'accusé, c'est d'aller assassiner la psychologue pour que ce signalement n'ait pas lieu. Le simple but, c'est de dire il faut que ce secret ne sorte pas de la famille. Et on se rend compte qu'en réalité, cette famille, elle est construite autour de ce secret, puisque l'inceste, qui en fait irrigue cette famille depuis au moins 2 générations, puisqu'on a la fille et la petite fille qui ont été victimes du même auteur, c'est un secret absolu qui est dû au mari donc de la patiente, qui est également le père de la victime actuelle, qui est dû à la mère de la patiente et qui est donc l'épouse de l'accusé. Albert Blanc m'a donné l'impression d'un tyran domestique. Maître Marjorie Berruyex, avocate de la partie civile. C'est le premier mot qui m'est venu, c'est-à-dire quelqu'un qui contrôle tout dans la famille, où la parole est verrouillée et doit être de toute façon soumise à son agrément, quelle qu'elle soit. La patiente de Morgane, qui est sa fille, se rend compte qu'elle a fait une énorme bourde. Elle a l'impression que d'avoir révélé ça à sa thérapeute, sans en avoir préalablement parlé avec son père, est une grosse erreur, une grosse bêtise, et c'est aussi comme ça qu'elle va être conduite à lui en parler. Et on est sur un réflexe extrêmement clanique, j'allais dire, dans le sens où c'est le repli sur la famille. Cette famille, on comprend qu'elle a pas beaucoup de relations sociales, qu'elle est très fermée sur elle-même, que la fille d'Albert Blanc commet une erreur majeure en allant révéler des choses qui concernent pour eux la sphère familiale. Donc on a l'impression que c'est un homme qui verrouille tout autour de lui. La parole est absolument administrée par ses soins. Et il y a ce secret qui éclate et qui paraît totalement ingérable à l'accusé, qui en fait ne va avoir qu'une seule stratégie, c'est de faire taire. En fait, il la tue uniquement parce qu'il veut la faire taire et que ça ne sorte pas de ce petit cercle, en disant en fait qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans. En tout cas, lui, ce qu'il va dire, c'est que il va pas contester les agressions sexuelles, mais il va cesser de dire je suis pas pédophile. D'ailleurs, il va se défendre d'être un prédateur sexuel en disant moi il y a pas de problème, on me dit d'arrêter, j'arrête. Donc quel est le problème ? J'ai dérapé, ça arrive, je suis pas fournirée, et quel est l'intérêt de faire un signalement pour me comparer à un prédateur sexuel, ce que je ne suis pas. Et c'est l'infamie, manifestement, que pourrait représenter pour lui le fait d'être reconnu comme un agresseur sexuel qui va l'amener à ce passage à l'acte. On est dans le secret de famille absolu. C'est-à-dire que c'était notre secret, c'était son secret avec sa fille, c'était devenu son secret avec sa petite fille. Personne n'a à se mêler de mes affaires. Elle se mêle de ce qui la regarde pas, et donc je la fais taire.
Et plutôt que d'être reconnu comme un agresseur sexuel, il préfère être un assassin. Ce monsieur, il est parfaitement dans la norme. Il est pas connu pour avoir des troubles, il est pas connu pour être particulièrement colérique, apportant des difficultés quelconques. C'est quelqu'un qui a mené sa vie sans aucune aspérité. Lynn Bonnet, avocate générale. Il a une épouse qui est fragile, il a une fille qui est fragile. Aucun antécédent judiciaire, c'est le bon citoyen. Et à côté de ça, on a quelqu'un, donc c'est le personnage public, et on a quelqu'un qui donc commet des agressions sexuelles sur sa fille et sa petite-fille, et puis crée un plan quasiment machiavélique pour arriver à ses fins, puisque on n'est pas sur quelqu'un qui prend une arme à feu et puis d'un jour va assassiner. On est sur quelqu'un qui va voler des plaques d'immatriculation pour ensuite aller louer un véhicule, pour ensuite mettre de fausses plaques d'immatriculation sur ce véhicule. Après, on fait des repérages là où habitait la psychologue pour arriver grimé, pour commettre l'assassinat. Donc, on est sur quelqu'un qui est quand même extrêmement calculateur. Donc, on a ces deux personnalités, le bon grand-père, le bon père, bon travailleur, bon voisin. Et à côté de ça, cet homme qui agresse sa fille sexuellement, sa petite-fille sexuellement, et qui va échafauder un plan sur plusieurs semaines pour parvenir à assassiner une jeune femme qui ne faisait qu'exercer son métier. Albert Blanc l'a mûri pendant 12 jours. Ce projet a minutieusement préparé cette exécution à coup de multiples recherches sur Internet, de repérages. Tout était réfléchi. Il y a un processus qui le mène à la commission de cet acte. Maître Pierre Dongui, avocat d'Albert Blanc. Initialement, il y a des discussions dans le huis clos familial sur le fait qu'il y a une psychologue qui a été avisée et qu'elle va potentiellement faire un signalement. Et lui, dans un premier temps, il pense à se suicider. Il l'envisage très sérieusement, en disant qu'il veut pas affronter tout cela. Et en fait, il se dit que ce n'est pas la bonne solution, je crois, parce qu'il n'a pas envie que sa famille retrouve son corps, etc. En tout cas, il a l'idée d'un acte brutal, mais sans que ce soit vraiment très précis. Il y a un moment important dans le processus où il se retrouve tout seul, quelques jours avant les faits. Il passe une semaine tout seul. Sa famille est partie en voyage. Et pendant ces jours, je pense qu'il s'enferme complètement dans une folie. Sans vraiment imaginer précisément commettre les actes qu'il va mettre en place, il est dans une forme de totale abstraction. Il voit le signalement comme une espèce d'objet indéfini. Il voit la dénonciation comme un objet indéfini sans imaginer qu'il y a des personnes derrière tout ça. Et il se dit, il faut que je trouve un moyen pour arrêter ce signalement, mais il a aucune forme de projection de ce qu'il va pouvoir faire précisément, des conséquences que pourront avoir les actes qu'il va commettre. Et moi, j'ai toujours un doute aujourd'hui sur ce qu'il pense vraiment faire quand il arrive dans ce cabinet. Je pense que le dessin, il est très flou. Monsieur Blanc, je suis votre avocat. Vous comprenez que vos agissements sur votre fille quand elle était enfant et puis sur votre petite-fille sont interdits, punis par la loi. Oui, ok, je sais. Mais c'est une histoire d'époque aussi. Aujourd'hui, vous êtes obsédé par ça. On fait la chasse aux sorcières. Mais bon, il y a quelques années, quand un homme mettait une main aux fesses d'une femme, bon, elle rigolait. Elle lui mettait une claque, mais elle allait pas lui faire un procès. Monsieur Blanc, je suis là pour assurer votre défense. Mais il faut que vous intégriez ce qu'on vous reproche. Vous êtes un homme intelligent. Écoutez, voici la copie de votre dossier. Lisez-le. Je lui mets la tête dedans en lui montrant le dossier, vraiment, en lui montrant les photos, en lui parlant de la vie de cette jeune femme. Je pense que je lui dis ce qu'il n'a pas envie d'entendre, et en réalité, je pense que c'est ce dont il a besoin. Parce que c'est peut-être une des premières fois où il se confronte vraiment aux raisons réelles et profondes de son acte. Il cherche à comprendre. Et je pense que je l'aide à comprendre, pas que moi, puisque en réalité, avant de le rencontrer, il a près de 1 an de thérapie derrière lui en détention, et ça l'a beaucoup aidé aussi. Code B3. Expertise psychiatrique du docteur François Danet.
Albert Blanc dit ne pas avoir été victime d'agression sexuelle. Toutefois, il précise qu'à l'âge de 6 ou 7 ans, un homme lui a demandé de lui montrer son pénis. Albert Blanc dit avoir eu sa première relation sexuelle à l'âge de 11 ans avec 2 filles de son âge. Elle l'aurait sollicité afin qu'il les pénètre avec son pénis. En réalité, il y a, à mon sens, dans l'existence de Monsieur Blanc, 2 fils temporels qui sont parallèles et qui se touchent jamais. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté une espèce d'insertion professionnelle, une création de vie familiale assez classique, très normée, et en même temps une succession de traumatismes qui l'occultent, à chaque fois, à chaque étape de son existence. Monsieur Blanc, vous avez subi des attouchements, des agressions sexuelles. Ça a dû vous traumatiser, des agressions. Non. C'est rien, vous racontez n'importe quoi. Le gars, il m'a juste demandé plusieurs fois de lui montrer mon robinet, mais ça m'a pas traumatisé non plus. Et puis j'avais 11 ans. Et ma sœur, elle jouait juste avec moi. Elle était plus grande, elle avait 20 ans. Elle me disait, viens, on va faire rentrer la petite auto dans le garage. Alors, je faisais rentrer la petite auto dans le garage, et puis c'est tout. Ça m'a pas traumatisé non plus. Je l'ai même pas dit aux experts, ça. Enfin, pourquoi faire? Moi, l'agression incestueuse dont il est victime, il en parle à aucun moment aux experts. Et au détour d'un échange comme ça, en parloir, il me raconte ça. Mais comme une anecdote, sans mesurer la gravité des faits. Et quand on se pose et quand j'essaye de lui expliquer qu'il vient de me révéler des faits criminels, il en mesure absolument pas la gravité. C'est pas qu'il en a jamais mesuré la gravité, c'est qu'à un moment donné, peut-être qu'il y a eu ce doute-là, et que par cette absence de réaction totale des proches et de la justice, il a normalisé. Lorsqu'il commet les premiers faits qui seront révélés par la suite sur sa fille, il y a une nouvelle fois une absence d'intervention judiciaire, donc une nouvelle validation. Lorsque l'intervention de Madame de Waellertz arrive, elle arrive sur une personne qui ne comprend pas, qui ne peut plus comprendre pourquoi on doit révéler ce genre de faits. Code B5. Expertise psychologique de Valérie Fournier. L'organisation de la personnalité d'Albert Blanc apparaît avoir été troublée par une série de psychotraumatismes infantiles de nature psychosexuelle, apparemment subis à un âge prépubère. L'absence de reprise sociale et judiciaire des faits subis semble avoir entravé l'intégration de la loi symbolique. La loi est comprise mais pas intégrée, et le surmoi interdicteur ne fonctionne pas chez lui. L'absence d'analyse, l'absence de traitement judiciaire est la graine qui a généré le drame. Je suis convaincu que s'il y avait une intervention judiciaire lorsqu'il a été victime de ces faits, lorsqu'il était enfant, on n'en serait jamais arrivé là. Je parle à quelqu'un qui, depuis l'âge de ses 6-7 ans, depuis qu'il a été agressé sexuellement, a normalisé la question de l'agression sexuelle pour se protéger. Et en la normalisant, il crée les conditions de sa répétition, puisque quand on normalise un acte, alors au départ, on le fait en tant qu'enfant de façon involontaire, c'est-à-dire qu'en fait, on veut préserver ses proches, on veut préserver sa propre construction, et donc on se dit, bon, il m'est arrivé quelque chose, je n'arrive pas à l'analyser, je vais le considérer comme normal ou pas problématique. Et c'est évidemment l'intervention des personnes majeures, l'intervention de la justice qui permet d'amener le caractère anormal de l'agression sexuelle. Et en fait, Monsieur Blanc, il est resté bercé dans cette normalisation pendant 70 ans. La personne qui intervient et qui met un terme à la répétition, c'est Madame de Waellertz, c'est personne d'autre. Sans elle, les faits sont jamais révélés. C'est cette intervention à elle qui crée la libération de cette parole et qui crée la possibilité de traiter la situation de Monsieur Blanc. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que Madame de Waellertz, dans ses carnets, avait appréhendé ces questions-là. Elle avait réfléchi à ce processus et elle avait réfléchi au fonctionnement de Monsieur Blanc sans même le rencontrer. Elle avait fait un certain nombre d'analyses sur les conséquences de la non-révélation de l'inceste qui entraîne un certain nombre de drames, sans savoir évidemment que ce drame allait la toucher très directement. 2 ans après l'assassinat de Morgane Novalères, Albert Blanc est jugé devant la cour d'assises de la Haute-Savoie. Il a 77 ans. Il a en cours la réclusion criminelle
à perpétuité. Faites entrer l'accusé. C'est un vieil homme qui arrive dans la salle d'audience. Il a une démarche de vieil homme, donc il est assez faible. Il est perdu, puisque c'est une salle assez grande. Il ne sait pas exactement regarder, alors il me voit, je suis la seule personne qu'il connaît. Et donc en fait, il se rattache beaucoup à moi parce que, vu qu'il l'entend mal, il comprend pas exactement ce qui se passe. Et au début d'un procès, il y a beaucoup de questions de procédure, voilà, il y a les tirages au sort, et ça, il comprend pas exactement tout le sens de tout ça. Je pense à donner une mauvaise image de lui et de ses réactions par rapport à certains intervenants. C'est-à-dire que certains ont pu considérer que à certains moments, malgré la lourdeur de ce qui se tenait, malgré le caractère extrêmement intense sur le plan émotionnel du procès, il avait des réactions qui étaient assez peu marquées, mais parce que simplement il n'entendait pas ce qui se passait. La veille, il s'est douché avec ses appareils auditifs, il n'entend rien. Enfin bref, il y a eu un micmac, j'ai plus tout le détail. Le président l'a fait sortir du box. Au moment où son épouse dépose, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le cas aussi pour sa fille. Il est positionné quasiment face aux témoins, c'est-à-dire qu'il est assis sur une chaise et les témoins sont debout à la barre, face à la cour, et Albert Blanc est dans leur champ de vision en réalité. Il n'est pas habituel, effectivement, que l'accusé soit positionné dans la salle d'audience à un endroit où il est en lien visuel, au moins direct, avec les témoins. Même après l'énormité de ce qui s'est passé, il paraissait toujours comme un personnage absolument central de cette famille. Alors j'ai parlé de tyran domestique, en tout cas quelqu'un qui va verrouiller la famille, va faire en sorte que tout le monde soit rallié à sa cause. Les paroles de ses proches, chacun cherchait l'aval d'Albert Blanc en disant « Est-ce que c'est bien ça qu'il fallait que je dise ?» Un des personnages, si je puis me permettre cette expression, le plus ambivalent du procès, c'est effectivement la mère, puisque à l'audience, elle est écrasée par cette responsabilité, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est incapable de dire un mot. Elle est dans une relation thérapeutique avec sa psychologue. Je crois qu'elle est effectivement extrêmement affectée. Et elle se retrouve dans un conflit complètement majeur de protection de sa fille, de sa psychologue et des soins qu'elle avait entamés qui sont mis à néant, de son père qu'elle a un peu armé sans le vouloir, puisque c'est elle qui va lui dire que le signalement va avoir lieu, qui lui dit quel jour il va avoir lieu. Son père va aussi s'immiscer dans ce qui se passe au cours des séances. Et elle ne va pas cesser d'aller chez sa psychologue pour autant. Ça prouve bien qu'elle était dans une vraie relation thérapeutique par rapport à ça. Et moi, le sentiment qu'elle m'a donné à l'audience, c'est d'être vraiment totalement perdue. Et à l'audience, elle est incapable quasiment d'aligner 4 mots. C'est-à-dire qu'elle est écrasée par ce qui se passe. Et je me souviens que je lui pose la question de lui dire qu'est-ce qu'elle a conscience qu'elle-même, elle a été victime, et de l'avoir incapable de me répondre. Bonjour mademoiselle. Je vous remercie de venir aujourd'hui et d'avoir trouvé la force de témoigner devant la cour d'assises. Qu'avez-vous spontanément à nous dire? J'étais une patiente, Morgane Novaleres. J'étais dans la salle d'attente quand elle a été tuée. Je venais à peine d'arriver. Elle a dit à l'audience, et en vous le redisant aujourd'hui, j'en ai encore des frissons, elle a dit « Morgane, elle est morte ce jour-là, et c'est dramatique, mais elle a sauvé au moins quelqu'un, elle m'a sauvé moi. » Et c'était... on était estomaqués de la beauté de ce qu'elle a pu dire pour Morgane, du fait que c'était... Et elle a dit, Morgane, si Albert Blanc était venu la voir, elle l'aurait aidé. Elle l'aurait aidé. Et je vous dis ça et je vais pleurer. L'avocate a insisté sur le traumatisme connu par le mari associé de la psychologue. Lui qui était présent au moment des faits, sa femme a expiré dans ses bras ce 26 août. Maître Danguy, vous avez la parole pour la défense d'Albert Blanc. J'essaie de parler à ses enfants en expliquant que le silence infusait encore la famille de M. Blanc, qu'il y avait encore beaucoup de difficultés à parler de ces sujets-là, à parler des agressions sexuelles, et que si ce procès avait un sens, c'était de transmettre la parole de Mme Novaleres, qui nous explique dans ses écrits qu'on ne peut pas faire autrement que de parler, qu'on ne peut pas faire autrement que de dénoncer, parce que c'est par cette dénonciation qu'on guérit les victimes, qu'on guérit les auteurs,
et qu'il existe partout encore aujourd'hui des personnes qui relaient le message de Madame de Valers en essayant d'aider les victimes, en essayant d'aider les auteurs pour qu'on mette un terme à cette répétition. Albert Blanc est condamné à 30 ans de prison pour l'assassinat de Morgane Novaleres. Et 6 mois plus tard, il écope de 2 ans de prison supplémentaire pour les agressions sexuelles commises sur sa petite fille. Sachez que le fils de la psychologue, Morgane Novaleres, a été reconnu pupille de la nation, ce qui est la reconnaissance que sa mère est morte en servant la France. On en a terminé pour aujourd'hui avec ce numéro d'On-de-la raconte dans sa version Code B. Rédaction en chef de Code B, Guillaume Maury. Enquête aujourd'hui de Marion Douzet. Réalisation Célestin Muller.